J'ai vu ce film mercredi soir et 3 jours après, je suis encore sous le choc. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un film que j'ai vraiment adoré, autant par le pitch que par la mise en scène. C'est le film The Zone of Interest, la zone d'intérêt en français, par le réalisateur britannique Jonathan Glazer. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause Hearst verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. C'est un film qui sort le 31 janvier dans les salles de cinéma françaises, mais j'ai eu l'occasion de le voir en avant-première le 17 janvier, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Du coup, après l'avoir vu, j'ai attendu quelques jours pour faire cette vidéo parce qu'il fallait un petit peu poser tout ça, mais j'avais envie de vous en parler et si j'ai bien fait mon taf, vous devriez avoir cette vidéo juste avant la sortie du film, comme ça vous allez pouvoir vous faire un avis dessus ou pas. En plus, lors de l'avant-première, il y avait un débat ou un question-réponse, on peut dire aussi, avec l'acteur principal Christian Friedel, et ça c'était très intéressant parce qu'il nous a expliqué la mise en scène de Jonathan Glazer que je ne connaissais pas du tout, et du coup je vais pouvoir aussi vous donner quelques secrets de tournage, donc restez jusqu'au bout. Alors juste pour ceux qui n'ont pas encore vu mes critiques cinéma, ici on est avec du spoiler jusqu'au bout. Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, bah regardez cette vidéo après avoir vu le film ou ne regardez pas cette vidéo, mais je peux pas me retenir de spoiler. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis en plus, comme je fais que des critiques de films où on raconte la vie des gens, style les biopics ou même ce sont des films adaptés d'événements historiques comme celui-ci, forcément les spoilers il y en a parce que ben justement ça s'est passé dans l'histoire, donc tout le monde le sait déjà quoi. C'est comme Titanic, je vous apprends rien si je vous dis que le bateau est cool. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Donc La Zone d'intérêt, à la base, c'est un film qui est issu d'un un livre qui a le même titre de Martin Amis et qui est sorti en 2014. Alors je n'ai personnellement pas lu le livre avant d'aller voir ce film. Les personnes, en tout cas, qui l'ont lu et qui étaient présents au débat après, ont dit que ce qui est tiré du livre, c'est uniquement l'intrigue principale. Donc ce n'est pas une réelle adaptation, mais en tout cas, c'est quand même tiré d'un livre, donc il faut le mentionner. C'est un film qui raconte la vie quotidienne du commandant Rudolf Höss, donc le commandant du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, qui, avec sa femme Hedwig et leurs 5 enfants, vivent dans une villa à côté du camp, et donc pendant tout le film, c'est leur point de vue qui est pris en compte. On y suit toute cette famille et les personnages qui gravitent autour. Il y a du coup tout un mélange entre les scènes, on va dire, professionnelles, où en fait le commandant fait son métier, et les scènes intimes, on va dire, donc de la vie qu'il avait avec sa femme ou avec ses enfants. Il y a aussi notamment toute une intrigue où en fait le commandant Rudolphus est nommé, voire même muté, en fait d'Auschwitz à Oranienburg, donc près de Berlin, si vous ne savez pas où c'est. Il devrait faire en fait un autre poste. Je n'ai pas retenu le grade que ça devait être, mais en fait il devait être en gros comme une sorte de commandant de tous les commandants de camps de concentration. Du coup, comme il doit déménager pour son travail, ça pose problème notamment à sa femme qui a construit sa vie, sa maison, son jardin, etc. là où ils sont, donc en Pologne, et elle n'a pas envie de bouger, elle aime bien son train de vie. Donc, comme vous l'avez vu, l'intrigue est très courte, mais c'est pour une bonne raison, et en fait, je vais faire un mélange entre mon avis et les secrets de tournage à chaque fois, parce que je trouve que ça va bien ensemble et que c'est pertinent à ce moment-là. Parce que personnellement, pour pas vous mentir, j'ai beaucoup apprécié le film, mais je peux comprendre que c'est soit on adore, soit on déteste. Oula. Oh, mais je peux comprendre que c'est soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas de juste milieu. Donc moi, je suis plutôt de la team j'adore. Et du coup, pour l'histoire, en fait, le fait qu'il n'y ait que ça, c'est tout simplement parce que dans la technique de la réalisation, le réalisateur Jonathan Glazer a décidé de faire une sorte de télé-réalité où en fait, il mettait sur le plateau jusqu'à des fois 10 caméras pour filmer les acteurs. Il savait quel style de scène il devait jouer dans la journée et ils étaient libres de pouvoir improviser. Christian Friedel dit qu'ils faisaient un petit peu des répétitions le matin pour savoir trouver la tonalité, les mots, etc. de ce qu'ils avaient besoin pour la scène. Et ensuite, ils étaient filmés et ils refaisaient peut-être des fois 2 ou 3 fois des choses différentes pour après en garder qu'une seule prise. Enfin, ça se voit beaucoup dans le film déjà parce que il y a des plans très larges tout le temps, les personnages sont filmés de loin et du coup ça apporte ce côté un peu voyeurisme qui est un côté qu'on nous spectateurs on a envers ces personnages-là et aussi en même temps un petit peu un retour de bâton parce que si on va un peu plus loin dans le camp la différence c'était plutôt eux qui étaient les observateurs des prisonniers que le contraire et donc je pense qu'il y a aussi cette envie là qui a été mise en exergue en tournant de cette manière-là. J'espère que c'était clair, je ne sais pas.
Donc du coup, le synopsis n'est pas forcément grand de base, mais il y a plein de petites scènes qui s'ajoutent, qui sont des scènes super intéressantes dans la manière dont ces gens-là pouvaient vivre, mais aussi dans tout le système fonctionnait. Et du coup, cette manière de filmer qui fait que le film se déroule sous nos yeux, et donc chaque scène étoffe l'histoire l'une après l'autre. En fait, c'est une sorte de Star Academy à Auschwitz. Il fallait que je le dise, je sais, c'était important pour moi, parce que j'aime la Star Academy. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à une télé-réalité, toutes les personnes qui sont présentes dans le champ, ce sont des personnes qui sont des acteurs et des actrices de base. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup parlé des deux acteurs principaux qui sont quand même très connus. Christian Friedel qui joue le commandant Rudolphus. Christian Friedel qui a fait pas mal de films. D'ailleurs, c'est un acteur et un chanteur aussi. This tall time's fickle glass, a sickle hour. Voilà, il fait plein de choses, Christian Friedel, mais il a surtout fait Elzer, un héros ordinaire, qui est un film super vraiment que je vous recommande à fond. En fait, si jamais vous ne connaissez pas Elzer, je ne veux pas aller très loin dans le sujet, mais c'est un résistant allemand, c'est un menuisier en fait qui a de lui-même fabriqué une bombe pour tenter d'assassiner Hitler, donc c'était en 1938. Dans ce film, en plus là en particulier, ce que j'aime bien, c'est que c'est traité à partir du moment où Elzer, en fait, il est dans sa vie normale, et puis il y a la montée du nazisme, et donc on voit toute sa trajectoire et sa réflexion jusqu'à l'attentat, voire même après, parce qu'il va être interrogé aussi suite à ça. Bon, personne ne va croire, en fait, qu'il a été tout seul à l'origine d'un attentat. Vraiment, ce film est incroyable. Et aussi, il a joué dans le film, alors là, j'étais plus jeune, mais c'est aussi un film que je vous recommande chaudement, c'est Le Ruban Blanc de Michael Haneke. Ça a été la Palme d'Or de je sais plus quand, en 2009, je crois. Oui, effectivement, 2009. Et ce film raconte l'histoire d'enfants dans un village allemand au début du siècle. Ce sont ces enfants qui seront à l'origine, quand ils seront adultes en fait, du nazisme. On voit que ces enfants vivent dans une violence permanente, qu'elle soit physique mais aussi psychologique. Et vraiment, c'est super intéressant. Bref, Christian Friedel choisit très bien ses rôles et c'est aussi le cas pour l'interprète d'Edwige Huss, donc qui est Sandra Hüller. Elle est connue pour le film Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui est très récent et qui commence à avoir un petit peu de distinction par-ci par-là depuis sa Palme d'Or l'année dernière à Cannes, mais aussi et surtout pour le film Tony Hardman, qui est sorti en 2016 et qui aussi avait conquis le cœur du public et de la critique. Donc ces deux très grands acteurs quand même, alors en France peut-être on les connaît pas bien, mais en Allemagne ils sont très connus. Et aussi ces deux acteurs qui ont aussi deux jeux complètement différents dans le film parce que les personnages sont, j'ai presque envie de dire, opposés. Le personnage de Rudolphus est très très interne. En tout cas dans sa manière d'interpréter, je ne connais pas forcément plus que ça sa vie. D'ailleurs je vais aller me renseigner un petit peu et sûrement vous faire une vidéo à ce sujet. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, Edwige, elle est plutôt plus expressive, voire même des fois très colérique. Il y a des scènes où elle pique des colères monumentales. On n'a vraiment pas envie d'être à côté d'elle. Et vraiment, c'est super intéressant d'avoir ces deux personnages qui se contrebalancent. Alors, comme disait Christian Friedel, les acteurs, ils ont essayé de trouver ce lien qu'ils avaient entre eux en tant que couple. Et franchement, à l'écran, ça matche bien entre eux. J'avais lu aussi auparavant que le film a été tourné sur place. Alors, il faut savoir que la maison et le jardin où se déroule la majorité des scènes ont été tournés un petit peu à l'extérieur du camp, il dit à 100 mètres du camp, parce que tout a été recréé à côté d'Auschwitz. Mais la maison du commandant existe encore. D'ailleurs, Christian Friedel dit qu'elle tombe un petit peu en miettes, mais aussi surtout qu'il y a une famille qui habite dedans. Je ne savais pas. Certaines scènes, notamment des scènes en souterrain, ont été tournées à l'intérieur de cette maison réelle. Et sinon, tout le reste a été tourné dans une fausse maison qui a été du coup reconstruite. Alors quand même, ça apporte quelque chose visuellement, le fait que ça soit reconstruit à l'endroit même de là où sont passés les événements, parce que en fond de la maison, vous avez très souvent des parties du camp, donc les miradors, les cheminées, etc. Et ce qui est super intéressant dans le film, et c'est vraiment un travail de son qui est incroyable que je n'ai jamais entendu, c'est que en permanence, quasiment, que ça soit le jour, la nuit, pendant qu'ils font un repas, pendant qu'ils vont dans le jardin, pendant qu'ils dorment, etc., il y a toujours des bruits du camp en arrière, des cris, des chiens, de la fumée, plein de choses comme ça. Et donc déjà, ça contraste fort avec ce qu'on voit en premier plan, parce que c'est la vie d'une famille, on va dire, normale qui se joue devant nous, et en arrière-plan, dans ces bruits-là, on a toute l'horreur qui passe derrière, et c'est une horreur qu'on ne voit quasiment jamais à l'écran. Et c'est ça qui est intéressant, parce que on la voit pas parce que techniquement elle est pas là, mais on la voit pas parce qu'on n'a que le point de vue de la famille qui n'est jamais dans le camp, en fait, ils sont toujours à l'extérieur. Alors bien sûr, eux, c'est y aller dans le camp, bien sûr, de temps en temps, mais en fait, quand il va dans le camp, c'est jamais filmé. On le filme uniquement que quand il est dans sa maison et aussi un peu par la suite quand il sera à Oranienburg.
Christian Friedel disait aussi que quand on l'a interrogé, tous ces bruits-là ont été rajoutés en post-production, que quand eux ils filmaient, qu'il n'y avait quasiment pas de bruit, et qu'en fait quand il a vu le film avec les bruitages en arrière-plan, ça a été complètement une sorte de second film qu'il voyait, parce qu'en fait on a le film en premier plan qui est le visuel et le film en arrière-plan qui est sonore. Et il y a aussi des musiques de temps en temps qui appuient sur le côté tragique, et c'est vraiment incroyable parce qu'on a vraiment en visuel un film et en audio un autre film. Ensuite, on est vraiment directement dans l'action dès même la première scène. La première scène, elle est d'ailleurs dans la bande-annonce. Vraiment, elle est incroyable parce que on voit vraiment toute la brutalité du système et comment notamment Hedwig en bénéficiait. Dans la première scène du film, il y a des prisonniers qui rentrent dans la maison du commandant avec des sacs remplis de fringues, d'habits, des habits qui appartenaient à d'autres détenus. Et en fait, la femme du commandant a invité ses amies et elles vont toutes choisir les vêtements qu'elles ont envie pour elles ou pour leurs enfants. Mais Edwige avait fait une commande un petit peu plus spéciale aux détenus. Elle voulait un manteau en fourrure, donc on la voit mettre le manteau en fourrure, l'essayer, même avoir dans la poche du manteau un rouge à lèvres et s'octroyer en fait la propriété de ce manteau et de ce rouge à lèvres. D'ailleurs, on voit même qu'elles font leurs emplettes, on va dire, comme ça, parce qu'elle va aussi prendre des vêtements qu'elle va envoyer à ses amis un peu partout en Allemagne. Et elles savent très très bien ce qu'elles font et elles s'en accommodent. À un moment donné, elles parlent d'où proviennent ces vêtements et elles disent que ça vient du Canada. Et pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, le Canada, donc Canada écrit avec un K, c'était le baraquement où étaient entreposées toutes les affaires des personnes qui arrivaient à Auschwitz. La référence de ce nom, c'est la référence au pays, le Canada, parce que c'était un pays pour l'époque, qui était un pays éloigné, voire même une terre d'aventure qu'on avait envie de découvrir, et que c'était un pays qui apportait beaucoup de ressources. Donc le Canada, le baraquement Canada, c'était là où on pouvait trouver tout ce qu'on voulait. C'est une des scènes qui m'a le plus marqué, mais il y en a beaucoup des scènes comme ça dans le film, parce qu'on voit bien que Hedwig s'accommode très bien de sa nouvelle vie, puisqu'elle vit une vie de privilégiée pour l'époque, notamment en 43-44. Elle a une maison, un jardin, une piscine, tout ce qu'elle veut à manger, tout ce qu'elle veut en fringues, bijoux, etc. Et à contrario, Rudolph, lui, c'est plutôt quelqu'un qui est content quand il réalise les objectifs. On voit beaucoup dans le film qu'apparemment il est très vanté par ses supérieurs et par les gens avec lesquels il travaille, puisque c'est quelqu'un qui a réussi à faire des forces de rendement incroyables. D'ailleurs, c'est jamais réellement dit, mais derrière cela, les forces de rendement, c'est d'avoir de plus en plus de personnes qui décèdent. Lui, en tout cas, il se plaît dans ce rôle militaire, et c'est pour ça qu'il est plutôt content d'être muté, du coup, à Oranienburg, alors que sa femme, elle préfère rester ici avec ses enfants parce que ça serait détruire tout ce qu'elle a construit. En fait, si Rudolf n'était plus commandant, il y aurait un nouveau commandant qui prendrait leur place et qui prendrait leur maison, ce qu'elle détesterait par-dessus tout. La nature y est beaucoup représentée, que ce soit le jardin dans la maison ou même à l'extérieur du camp, pas trop loin, on va dire ça comme ça, la rivière, le lac, les forêts, les champs, etc. qui entourent le camp, parce que le but c'était quand même que ça soit un petit peu éloigné des populations, surtout que la majorité du tournage s'est déroulé en été, donc on a plutôt la belle partie de la Pologne à ce moment-là. Et en fait, du coup, c'est ce qui est incroyable, c'est que même en étant en dehors de leur maison, quand Rodolphe et son fils font du cheval, quand ils vont se baigner au lac, etc., il y a toujours pas moyen d'oublier qu'il y a un camp à côté parce qu'on entend toujours ces bruits en arrière, mais aussi il y a pas mal de cendres qui sont déposées à cause voilà des fumées des fours crématoires. Ils peuvent pas dire on savait pas. Déjà d'ailleurs à ce niveau-là dans la hiérarchie tu ne peux pas dire que tu ne savais pas, mais même les enfants qui ne comprenaient pas du tout à l'époque, même si pour eux c'était une vie rêvée, c'était pas une enfance ordinaire, c'est sûr. Et comme le personnage de Rudolph est très renfermé, ce qui est bien fait, c'est qu'en fait, à un moment donné du film, on le voit qui commence à avoir des crises de vomissement. C'est quelqu'un qui devient malade. Dans ce moment-là, je ne sais pas s'il a réellement été malade ou quoi, mais pour l'histoire du film, c'est de dire que il peut faire toutes les saloperies du monde. À un moment donné, le corps est quand même impacté parce que c'est quand même quelque chose de violent au quotidien. Dans ce film aussi, il parle de tout ce qui est conservation, pourquoi, comment conserver Auschwitz, etc. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce film, je vous le recommande. C'est un film, je pense, dont on ne sort pas indemne. Moi, comme je vous ai dit, 2, 3 jours après, c'est toujours pas fini. Donc voilà, si vous voulez dormir sereinement, c'est pas forcément le meilleur film à voir le soir, mais en tout cas, c'est quand même un film choc, puisque nous, en tant que spectateurs, on sait ce qui se passait derrière les murs du camp, et c'est ça qui rend cette double lecture encore plus désastreuse, quoi. C'est un film qui ne vire jamais au pathos, voire même c'est plutôt filmé style un documentaire. Je pense aussi que ça vient du travail de Jonathan Glazer, et je finirai là-dessus parce que je trouvais quand même que c'était assez intéressant de le mentionner, c'est que c'est un réalisateur qui a passé 2 ans de sa vie à regarder, lire, visiter tout ce qu'on pouvait savoir
sur le sujet. Et ça apporte vraiment une patte intéressante pour le film, parce que le réalisateur disait qu'il voulait chercher les moindres détails pour pouvoir décrire au mieux l'histoire. Mais aussi, on voit justement que tout cet emmagasinement de connaissances fait qu'en fait, il peut aller vraiment dans les détails de tout ce qu'on voit à l'écran et les détails de tout ce qu'on entend aussi. Et ça, vraiment, ça se voit et c'est hyper bien réalisé et hyper bien pensé. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je sais qu'on peut détester parce que cette manière de filmer fait que le rythme du film est très lent en fait, mais moi j'ai beaucoup aimé. En tout cas, sur ce point-là et sur cette histoire-là, ça a apporté vraiment un plus. Et ici, quand je vous parle d'un film, c'est pas pour vous le recommander pour la mise en scène, mais surtout pour ce qu'il en dit à l'intérieur. Et là, en fait, on a les deux en même temps, les deux qui sont bons, donc foncez, allez-y. Quand vous l'aurez vu, laissez-moi votre avis dans les commentaires parce que c'est toujours plus intéressant d'en parler ensemble. Et sur ce, je vous laisse avec une vidéo qui pourra vous plaire et nous, on se voit bientôt. Ciao ciao!